Avec combien de clients collabore une OBM? C'est la question à laquelle on va répondre dans cet épisode, puisque c'est une question qu'on reçoit souvent de la part d'aspirantes ou d'aspirants OBM, et on va vous partager, selon nous, quel est le meilleur modèle pour un, prospérer, et deux, s'épanouir dans ce rôle d'online business manager. C'est parti? Yes. C'est parti. On peut peut-être commencer par, avant de parler du nombre de clients idéal avec lesquels travailler, réexpliquer, je pense que ça fera pas de mal, qui sont les clients, qui sont les clients potentiels d'une OBM. Ouais, puisque ça va déterminer le nombre de clients forcément. Donc, pour vraiment déterminer quel est le client idéal pour une online business manager, on va partir du principe que plus le client est gros, plus c'est difficile de s'impliquer avec plusieurs. Donc, on va dire qu'il y a 3 catégories de clients pour une OBM. Et on va dire que les gros clients, c'est-à-dire gros CA, grosse équipe, c'est pas forcément l'idéal. On va voir pourquoi. Ensuite, le client idéal, selon nous, pour une OBM, c'est quelqu'un qui a déjà un bon chiffre d'affaires, comme on le répète souvent et comme on a pu le dire plusieurs fois dans les épisodes précédents, c'est un client qui a déjà un business model validé, qui sait où il va, qui a un positionnement qui est plus ou moins clair, même si ça reste bien souvent toujours à optimiser et à affiner. Mais voilà, qui a déjà quelque chose d'existant sur le marché, qui génère déjà des revenus de façon assez régulière. Et bien souvent, qui a déjà une petite équipe, en tout cas qui collabore déjà avec des prestataires, des freelances, et qui a envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment, selon nous, le client idéal. Donc il n'y a pas vraiment, j'aime pas trop dire des chiffres parce que c'est pas une science exacte, mais on va dire que, en dessous de 10 000 euros par mois, on va dire qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Au-dessus de 1 million par an, là, on commence à passer dans les gros clients. On va dire que la bonne fourchette, c'est entre les deux, c'est-à-dire, pour parler en annuel, de 150 000 euros par an. Allez, plus on se rapproche du million, plus on va se rapprocher des gros clients qu'on a évoqués juste avant. Donc voilà, ça dépend du business model, ça dépend de la taille de l'équipe, ça dépend de la maturité de l'entrepreneur. Donc ça va dépendre de plein de critères. Mais voilà, il n'y a pas de science exacte, mais pour se donner une idée, c'est la bonne fourchette. Et après, il y a les petits clients, où là, trop petits CA, et qui en réalité n'ont pas du tout besoin d'une online business manager. Et à la limite, allez voir l'épisode de la semaine dernière, puisque probablement qu'ils ont besoin d'une assistante virtuelle, par exemple. Donc, c'est ça. Voilà. Ou sur des petits projets plus ponctuels. Mais disons que pour la cible de vos clients avec qui vous souhaitez collaborer sur le long terme, ces petits clients-là, faut pas les cibler. Ouais. Non, c'est pas les clients idéaux pour une OBM, mais on va voir que ça veut pas dire pour autant que on peut pas les aider d'une façon ou d'une autre. Donc on va voir ça. Donc voilà, le client idéal pour une OBM, on va dire que c'est bon CA, petite équipe et envie de croissance. Et les gros clients, c'est trop gros CA et trop grosse équipe. Et les petits clients, c'est trop petit CA. Donc comme ça, voilà, on a le référentiel pour poursuivre l'épisode. Et donc on a réfléchi à toutes les combinaisons et on va vous donner celle qui nous paraît être la meilleure. Ouais. Donc on peut commencer déjà par la combinaison à fuir et qu'on décommande, mais que malheureusement on voit de temps en temps. Ouais. C'est un seul gros client. Ça, c'est à fuir, c'est risque plus. Et risque aussi bien pour l'OBM que pour le client, parce que déjà pour l'OBM, elle met tous ses œufs dans le même panier. Donc ça, voilà, dans le business, c'est absolument à fuir, c'est red flag absolu. Et en plus pour le client, il y a un risque de salariat déguisé. Donc, salariat déguisé, oui, tout à fait. Donc souvent, en fait, ce qui est paradoxal, c'est, et on le disait la semaine dernière, c'est qu'on pense que si on signe un gros client, donc avec un gros chiffre d'affaires, ça va nous sécuriser. On se dit, c'est bon, on a assuré un chiffre d'affaires et puis on travaille en étroite collaboration avec ce client, c'est cool, on a signé sur le long terme. Mais c'est très risqué, parce que comme tu dis, on met tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire que le jour où ça se passe plus bien, le jour où le client a envie d'arrêter, et qu'on n'a pas d'autres opportunités immédiatement, ça veut dire qu'on retombe à un CA de 0. Ouais. Donc, il n'y a pas plus risqué que ça. On a tous les inconvénients d'un job, sauf qu'on n'a pas les avantages. Parce qu'on n'a pas la sécurité, on n'a pas le chômage derrière, et au final, c'est comme un job.
Donc ça c'est à fuir absolument et c'est pas c'est pas du tout ce que nous on recommande et c'est pas ce à quoi on forme les personnes qu'on accompagne parce que au contraire c'est voilà, nous on accompagne des personnes qui veulent développer un véritable business, développer une véritable activité et quand on se met dans une situation comme ça, on développe pas un business, on peut pas se dire entrepreneur ni même indépendant quand ton seul client on est très dépendant de ce client. Voilà, quand tu es dépendant justement d'un seul client. Donc au final, c'est la pire des situations, je la recommande à personne, peu importe le secteur d'activité, hein, c'est même pas valable que pour c'est même pas valable pour uniquement les OBM, c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Un seul gros client, mais c'est la seule priorité qu'on doit avoir quand on a un seul gros client, c'est d'en trouver d'autres. Ouais, c'est ça. Puis comme on le disait tout à l'heure, en plus, pourquoi le gros client fait pas partie des clients idéaux pour une OBM, d'après nous, parce que forcément, gros volume de chiffre d'affaires, grosse équipe bien souvent, et donc il va attendre de vous que vous soyez extrêmement disponible. Donc potentiellement, que ça va vous prendre tout votre volume horaire disponible, et donc même si dans l'idéal vous avez envie d'aller chercher d'autres clients après avoir signé un gros client comme ça, sur le terrain, ça va être quasi impossible parce que le client, lui, va estimer de vous une implication énorme et donc vous n'allez pas avoir le temps et la disponibilité nécessaire pour de toute façon onboarder un autre client. Donc ça va être le serpent qui se mord la queue. C'est en vrai, c'est la fausse bonne idée. Se dire, voilà, je vais avoir un gros client et donc forcément qui dit gros client, bien souvent dit gros revenus mensuels, si on se débrouille bien. Mais c'est la fausse bonne idée parce que derrière en fait tu mets vraiment à risque ton propre business et en plus de ça vu que tu mets à peu près tous tes œufs dans le même panier en fait tu perds le contrôle petit à petit et c'est là que tu te mets à accepter des conditions qui sont pas forcément favorables parce que tu sais que t'as pas le choix, que si tu vas à l'encontre de ce que veut le client tu risques de le perdre et donc si tu le perds tu retombes à zéro, donc et c'est comme ça vraiment que tu recrées les conditions que tu as cherché à fuir quand tu as voulu te lancer à ton compte. Donc là, dans celle-là, voilà, oubliez un gros client. Si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, votre priorité, c'est vraiment d'aller en chercher d'autres. C'est la priorité absolue. Et si vous n'êtes pas dans cette situation, faites tout pour ne pas vous y retrouver. Donc, voilà le premier cas de figure à fuir. Après, le deuxième cas de figure, là ça va être du coup très rapide à expliquer, c'est de se dire allez, je vais aller trouver 2-3 gros clients, je vais pas mettre mes œufs dans le même panier, je vais aller trouver plusieurs clients et là on atteint la limite. Forcément qui dit gros client dit grosse implication et en fait en tant qu'OBM, en tant que bras droit, c'est difficile de tenir sur la durée est presque impossible de s'impliquer comme il faut avec 2-3 gros clients. Allez, 2 encore, ça peut passer? Pas en tout cas si vous êtes toute seule. C'est pas tenable. Ouais. Et 2, ça peut passer encore à la limite. Et en plus de ça, c'est important ce que tu dis, parce que plus le client va être gros, plus il va vouloir collaborer avec l'OBM, avec la personne. Et donc du coup, plus ça va être difficile de déléguer si vous avez envie de vous entourer et de déléguer en fait. Parce que le client, ce qu'il va acheter bien souvent, c'est vous. C'est vous, ouais. Il veut un bras droit et il veut une personne. Il veut pas forcément une prestation en fait. Et du coup, et ça on l'a vu, on l'a expérimenté. En fait, plus le client est avancé, plus il a un gros chiffre d'affaires, plus il a une grosse équipe, plus il va considérer entre guillemets la personne qui recrute. Même si c'est une freelance, même si c'est quelqu'un qui a une entreprise, il va la considérer plus ou moins comme quelqu'un d'interne. Et donc, en fait, ça va être très rattaché à votre personne et vous n'allez pas pouvoir potentiellement déléguer un certain nombre de choses à d'autres personnes dans votre entreprise à vous. Donc, c'est difficile de tenir sur la durée avec plusieurs gros clients et c'est difficile de s'impliquer comme il faut avec plusieurs gros clients. Après, on a un autre cas de figure, c'est d'avoir que des petits clients. On disait tout à l'heure, quand on a des clients qui sont pas spécialement la cible d'une online business manager, donc qui n'ont pas le CA requis ou le stade de développement, on peut se dire que nous, on a envie d'expérimenter et d'avoir plein de petites offres ou une seule petite offre très nichée
pour servir ces petits clients. Et dans ce cas-là, faut avoir bien conscience que c'est des clients qu'on garde pas sur le long terme. C'est plus des clients à qui on propose un service sur une courte durée. Bien souvent, c'est une prestation de consulting. Et ça peut être une stratégie de se dire que au début, pour se faire la main, on prend uniquement plein de petits clients. Mais le risque, c'est qu'il faut être bon en acquisition de clients, il faut être bon dans le fait d'être visible en fait et d'aller chercher ses clients, parce que qui dit plein de petits clients dit il faut systématiquement de nouvelles opportunités pour assurer un chiffre d'affaires qui soit convenable tous les mois. Ouais. Pareil, c'est la fausse bonne idée. C'est l'équivalent des personnes qui lancent un petit produit au lieu de lancer une offre à étiquette en fait. Ils se disent c'est plus simple d'aller vendre un truc à 97 € plutôt qu'aller vendre un truc à 3000, alors que en réalité en fait un truc à 3000, il suffit que je trouve un ou deux clients par mois et je suis satisfait, tandis que pour gagner ma vie avec un produit à 97 €, il faut que j'aille chercher 20 clients par mois et en fait, il est beaucoup plus facile d'aller chercher 2 clients par mois à 3000 € plutôt que 20 clients par mois à 97 €. Et donc ça, c'est assez contre-intuitif. Et pour y arriver, il faut être très bon en marketing, très fort en acquisition, comme tu disais. Et bien souvent, c'est pas le fort des OBM. Donc c'est vraiment la fausse bonne idée aussi. Et en fait, ça te maintient vraiment dans un cycle, dans la roue du hamster en fait, où tous les mois en fait, t'es obligé d'aller rechercher des clients, aller créer beaucoup de contenu, aller vraiment être tout le temps sur le terrain. Et en fait, tu sors jamais de ton cycle infernal. T'as pas de stabilité, t'as pas de visibilité sur le long terme. Et ça, on le voit souvent avec les personnes qui vendent, par exemple, je vois souvent des personnes qui vendent des prestations autour de Notion, par exemple, tu vois. Ils te vendent, je te set up ton espace de travail, ou alors Notion ou un autre outil ou ce genre de truc. Tu vois, des prestations vraiment ponctuelles. Et du coup, en fait, tu les vois tout le temps, elles sont là, elles communiquent. Et en fait, de toute façon, bien souvent, en fait, la stratégie des petits produits, c'est celle qui correspond en fait au business model des créateurs de contenu. Et donc, vous, en tant que prestataire de service, vous n'êtes pas, normalement, vous n'êtes pas censé jouer à ce jeu du créateur de contenu. Et donc, c'est pour ça qu'on déconseille en fait de tomber dans cette roue du hamster, de croire que vendre un petit produit, ça va être plus facile. Non, il va falloir être visible d'un volume de prospects beaucoup plus important pour assurer un chiffre d'affaires. Il faut une audience, faut être capable de créer une audience, faut être capable de driver du trafic, et c'est un autre jeu, c'est un autre game comme tu disais, et bien souvent c'est pas celui auquel on a envie de jouer. Et puis bien souvent ça correspond pas en fait à la personnalité des online business managers qui pas toutes, mais qui généralement aiment moins être sur le devant de la scène. Justement, ce qu'elles aiment, c'est être dans les coulisses d'un autre business. Et c'est pour ça qu'elles aiment en fait accompagner leurs clients dans leur croissance, mais être en coulisses, gérer les opérations, plus que d'être sur le devant de la scène. Donc, petit produit. Que créer des audiences et communiquer toute la semaine sur les réseaux sociaux, bien souvent, pour elles, c'est un mal nécessaire. Donc, si c'est pas votre truc préféré, vous lancez pas à vendre des petits produits, quoi. C'est vraiment ça la conclusion de ce point-là. Et donc, du coup, le modèle idéal, selon nous, celui qu'on recommande à nos membres et celui qui fait aussi leur succès, eh bien, tu vas ou j'y vais? Vas-y. Donc, le modèle idéal, selon nous, celui qui va vraiment vous permettre de prospérer financièrement et de vous épanouir dans votre rôle, c'est d'avoir 2-3 clients idéaux. Donc les clients idéaux, c'est ceux, on le rappelle, bon CA, petite équipe, mais avec un potentiel de croissance élevé. Donc 2-3 de ces clients idéaux, plus, pourquoi pas, pour arrondir les fins de mois, pour continuer à se faire la main et voir des environnements différents, pour continuer aussi à développer son autorité et à lisser le risque comme on est OBM, on reste prestataire de service, on a une capacité malgré tout qui est limitée, donc 2-3 clients, c'est pas énorme. Ça permet quand même d'avoir, en ayant des petits projets ponctuels à côté, de lisser le risque. Si j'ai un de mes 2-3 clients qui me quitte, j'ai quand même des choses à côté, j'ai des opportunités, j'ai d'autres clients qui me connaissent, qui me font confiance, que je peux aller voir pour savoir s'ils ont pas besoin de plus de choses, etc., etc. Donc juste pour finir là-dessus, selon nous, c'est vraiment le modèle idéal et c'est celui vers lequel on doit tendre en tant qu'OBM si vraiment on veut prospérer et en plus s'épanouir dans son rôle. C'est ça. Et
je voulais rebondir sur le projet ponctuel. Nous, c'est vrai qu'on n'enseigne pas à nos clientes de vendre des projets ponctuels, encore une fois, bas ticket, Ouais. low ticket. C'est des projets ponctuels sur une sphère de votre expertise. Et donc, c'est des projets ponctuels c'est pas le petit projet ponctuel qu'on va vendre à packagé à 97 euros. Donc, c'est vrai Non, que non, non, ouais. dans la configuration où il y a un client qui souhaite arrêter, ou alors on peut l'anticiper aussi si un client me dit là dans 2 mois, moi je vais arrêter. Mm, On sait qu'on a au moins cette arme-là pour assurer en fait qu'il n'y ait pas de baisse de chiffre d'affaires dans votre activité. Et ça vous laisse surtout, ça vous donne de la sérénité d'esprit pour se dire ok ce mois-ci je vais avoir un creux, il va me manquer un client, le temps d'aller trouver un autre client idéal, parce qu'attention, on ne veut pas non plus prendre des clients sur le long terme avec qui on ne se voit pas collaborer sur le long terme. Donc, le temps de trouver le bon fit avec le bon client, je sais que je vais pouvoir rentrer quand même du chiffre d'affaires sur ces projets ponctuels. Ça. Et donc ça, c'est pour la partie plus chiffre d'affaires, Ouais. pérenniser son entreprise et son chiffre d'affaires, mais aussi sur d'un point de vue plus épanouissement, ça permet déjà de prendre confiance parce que euh, Ouais. forcément quand on travaille avec des clients sur le long terme, on a tendance à tomber dans une petite routine et de moins en moins se rendre compte de la valeur qu'on apporte parce que ça devient la routine tout simplement et le fait en fait d'aller travailler avec d'autres personnes sur des projets plus ponctuels, de tester des choses aussi, ça permet de prendre confiance, ça permet de se rappeler la valeur qu'on apporte parce que là on a quelqu'un qui ne connaît pas, vers qui on doit de nouveau entre guillemets faire ses preuves, à qui on doit de nouveau montrer son expertise et avec qui on doit bâtir la confiance. Donc ça permet vraiment de pas perdre la main en fait, parce que c'est ça le piège quand on travaille avec uniquement des clients sur le long terme, c'est que en fait on perd la main sur ce qui nous a permis de les obtenir ces clients-là. Donc ça, je pense que c'est stratégique de continuer à travailler en parallèle, même si on a des clients avec qui on collabore sur le long terme, de continuer en parallèle à trouver d'autres petits clients sur des projets plus ponctuels pour continuer à se faire la main, pour garder la confiance, pour continuer à voir la valeur qu'on apporte, et puis pour arrondir les fins de mois aussi forcément. Mais ça permet aussi de se bâtir un carnet d'adresses, un pipeline de clients et non pas uniquement de prospects. Parce que du coup, à partir du moment où on signe sur un projet ponctuel, ça devient des clients. Donc c'est des gens qui vont savoir qu'on est digne de confiance, c'est des gens qui vont voir notre expertise par leurs propres yeux. Et donc le jour où on a besoin de trouver par exemple un autre client sur le long terme, on sait vers qui se tourner et c'est beaucoup plus simple bien sûr. C'est ça, et puis ça permet aussi d'avoir ce côté un peu select, d'avoir ce côté nos clients existants, de savoir en fait qu'on travaille aussi avec d'autres clients sur du projet ponctuel, que potentiellement ces clients en projet ponctuel aimeraient bien nous avoir sur du long terme. Les clients avec qui on collabore sur le long terme se disent si ça fit, si y a un échange de valeurs et que ça se passe bien, ils ont pas envie de vous perdre. Donc vous faites jouer aussi le côté rapport de force dans la balance. De façon saine, de se dire moi de toute façon j'ai d'autres opportunités là, donc il y a un rapport de force qui s'équilibre aussi à ce niveau-là. C'est ça, de toute façon pour vraiment prospérer dans n'importe quel business, surtout dans un business comme les nôtres, c'est-à-dire un business d'expertise où on vend son expertise, en fait il faut toujours montrer aux clients qu'on est demandé en fait. Parce que sinon, en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve à accepter des conditions qui sont pas favorables et à, entre guillemets, à se faire piétiner parce qu'en fait, on montre en face, à la personne en face que, sans elle, on mange plus. On mange plus. On est dans le besoin. Donc, en fait, le rapport de force, il est défavorable. Donc ça, c'est vraiment stratégique. Et donc, ce modèle, c'est d'ailleurs le modèle autour duquel, on accompagne nos clients. C'est le modèle qu'on leur recommande, mais surtout qu'on les aide à mettre en place. Donc c'est vraiment 2-3 clients idéaux. Donc voilà, des clients idéaux, c'est pas forcément des gros clients au sens multimillions de chiffre d'affaires, grosse équipe. C'est plus des clients qui gagnent déjà bien leur vie et qui ont l'ambition d'aller plus loin et qui commencent vraiment, qui sont dans leur phase de croissance. Et qui du coup là ont vraiment besoin de quelqu'un pour les épauler sur la partie opérationnelle. C'est des clients avec qui du coup on va pouvoir s'impliquer au mieux mais sans être aspirés par leur business non plus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir nous garder le contrôle sur la façon dont on délivre nos services pour ces clients-là parce que ils sont pas encore avec des grosses équipes à avoir 36 000 sollicitations par jour, etc. Donc on est encore en capacité de contrôler et justement de nous designer la façon dont on va opérer ces business-là. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce type de clients, c'est que nous-mêmes, en tant qu'OBM, on va pouvoir croître en même temps qu'eux, en fait.
Parce que si on arrive en tant que bras droit opérationnel dans une entreprise, je sais pas, auprès d'un entrepreneur qui fait, on va dire, allez, 100 000 ou 150 000 euros de chiffre d'affaires et que en 2-3 ans, on est passé de 100, 150 000 à 400, 500 000, bon, bah, forcément, au passage, on a appris énormément de choses. Financièrement, on aura sans doute été récompensé. Donc, c'est vachement enrichissant de fonctionner de cette manière-là, quoi. Et ça permet vraiment de s'impliquer au mieux et, nous, de développer notre business en même temps que celui de nos clients. Et c'est vraiment une relation win-win, quoi. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour apprendre et pour monter en compétences que d'arriver dans un business, comme tu dis, qui est juste en bas là de son pic de croissance, qui est prêt à aller chercher plus. Je pense que c'est la meilleure des configurations pour monter en compétences. Donc voilà pour répondre à la question avec combien de clients collabore une OBM. Voilà notre réponse. 2-3 clients idéaux plus pourquoi pas quelques projets ponctuels tout au long de l'année en fonction aussi du temps qu'on souhaite consacrer à son business. Mais le point le plus important de tout ça, c'est que si on veut garder son indépendance, si on veut garder le contrôle, si on veut garder la possibilité d'avoir le choix et de pouvoir choisir ses clients, eh bien, il faut toujours, je répète, toujours générer plus d'opportunités que nécessaire. Tout le temps. Il faut sans cesse faire en sorte d'être demandé, faire en sorte de savoir que s'il y a quelque chose qui se passe mal avec un de nos clients, eh bien, on se retrouve pas sur le carreau si ça se termine. On a toujours des opportunités autour de nous. Et c'est vraiment ça qui va vous apporter de la sérénité, de la sécurité, de la stabilité, de la visibilité sur le long terme dans votre business. C'est pas avoir des gros contrats et un gros revenu qui va vous permettre d'avoir cette visibilité. Ce qui va vous permettre d'avoir cette visibilité sur le long terme, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, vous allez trouver d'autres clients. C'est ça. Voilà, c'est ça vraiment le nerf de la guerre. Au-delà de savoir avec combien de clients je collabore, c'est de savoir combien d'opportunités je génère et est-ce que je suis capable ou pas de générer des opportunités. Bon, je pense qu'on a à peu près répondu. Je pense aussi, oui. Yes. Écoutez, si le modèle dont on vient de parler pour prospérer et pour vous épanouir en tant qu'OBM vous parle, eh bien la première étape, c'est de télécharger notre livre Road to OBM qui doit être quelque part en description. Où justement on explique les 3 étapes clés pour bâtir son activité d'OBM sur ce modèle-là. C'est ça, collaborer avec 2-3 clients idéaux et générer un minimum de 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Let's go, à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.